Je pense que c'est le cas dans d'autres pays. On nous reconnaît comme étant des personnes inventives, des personnes qui sont forts individuellement, avec beaucoup d'initiatives. Mais les Congolais ne savent pas travailler. C'est comme ça que lorsque le professeur Émile Ngoué Kassongo est arrivé, nous avons mobilisé tous les Congolais de France. On a dit il faut lui réserver un accueil. Et il était lui-même agréablement surpris. D'abord de voir qu'il y avait des Congolais à l'aéroport pour l'accueillir. Il ne s'y attendait pas. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui lui a donné 3 missions. La diplomatie, la coopération, et la 3e mission qui n'est pas régalienne. Il lui a dit, c'est ce que lui nous a rapporté, oui, que professeur Émile Ngoué, je vous envoie pour unir les Congolais de France. Et ça, lui-même, il l'a dit. C'est pourquoi j'y rapporte ce qu'il nous a dit. Alors nous avons compris que effectivement le président de la République, il a reconnu par là ce que les Congolais de France ont fait pour lui. Il a été plébiscité ici. Et nous avons fait ça sans demander quoi que ce soit, mais par patriotisme. Quand on a proposé un calendrier de rencontres à son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, professeur Émile Ngoué Kassongo, il a pu rencontrer pour la première fois, depuis qu'il est rentré en France, il a rencontré des mamans. On a commencé par les mamans, parce que nous croyons beaucoup, nous savons que ce sont des véritables agents, des catalyseurs du changement. Si on veut qu'il y ait un changement, il faut d'abord travailler avec les mamans. En tout cas, ce regroupement des associations, des entrepreneurs, des organisations a l'air bien beau quand vous nous le présentez, mais dans les faits, ce sont des choses qui ont déjà été proposées. On a déjà vu des plateformes qui veulent réunir. Qu'est-ce que vous promettez lorsque les gens rejoignent cette organisation? Mais lorsque nous avons réuni les étudiants, ils sont venus me voir. Je suis allé à leur rencontre. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont des problèmes. Nous sommes dans un pays où, pour valider une formation, il faut faire les stages. Vous voyez, nos compatriotes qui arrivent ici, nous, on n'est pas là pour juger. Les trajectoires, ça ne nous intéresse pas. Mais le fait qu'ils arrivent en France, ils sont paumés. Ils arrivent pour un avenir meilleur, ils ont quitté peut-être... Voilà. Abîmés parfois. Oui. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous, on est là. On se dit, il faut les aider, il faut les assister. Pourquoi nous, quand nous faisons un projet, le projet doit être budgétisé. Vous voyez? Donc c'est le problème de contenir tout ça. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais ce que nous demandons, c'est parfois des facilités localement. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a là-bas des pratiques que nous condamnons. Et il y a des phrases du genre, mais comment est-ce que nous allons nous retrouver? Quand on dit se retrouver, ce n'est pas se retrouver, des retrouvailles de joie. Non, se retrouver, c'est-à-dire des combines. Aujourd'hui, la population est un peu déçue par tout ce qui est vol, tout ce qui est magouille, tout ce qui est... c'est toujours du piston, je connais quelqu'un, j'ai un ami, j'ai un membre de la famille, et on a l'impression qu'on ne donne pas l'opportunité à des véritables talents, des gens qui sont diplômés, des gens qui ont fait des études, qui ont des expériences de pouvoir éclore dans notre communauté. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait toujours les mêmes têtes, où les enfants d'eux, on le voit dans tous les secteurs économiques, que ce soit à l'église, un grand pasteur va mourir, va laisser son fils. On le voit dans la politique, c'est les enfants d'eux, c'est les beaux-fils d'eux, les belles-filles d'eux. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour ceux qui, vous avez parlé tout à l'heure d'étudiants, de la jeunesse, des gens qui ont aussi des talents. Est-ce qu'on leur donne de l'espace à ces gens-là? Donc, quand on parle de 60 ans... Qu'est-ce qui a été primé? La qualité ou la quantité? Non, 60 ans d'abord.
60 ans d'abord. 64 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de l'éducation? Est-ce que pendant 60 ans, on peut parler combien d'écoles a-t-on construit dans ce pays-là? Combien? Mais c'est un fait, vous le reconnaissez. Ce fait-là, nous le reconnaissons et nous demandons, tout en saluant d'abord la mesure. Quel résultat on attend qu'un professeur, un enseignant soit seul dans une classe sous la canicule, sans fenêtre, parfois sans toit, sans table, sans banc, avec 100 élèves. Mais vous savez, nous avons parlé, puisque moi qui parle, et après vous vous étonnez qu'il n'y ait plus d'intellectuels, les gens ne savent plus lire, les gens n'arrivent plus à obtenir des diplômes satisfaisants. C'est vrai, Madame Wemba. Nous disons que ils ont détruit l'école. Vous ne nous donnez pas de nom. Ce sont les intellectuels là. Vous comprenez? Qui se cache derrière le pays a toujours été dirigé par des docteurs en ceci, docteurs en cela. Tous les ministres, depuis, ce sont des professeurs d'université, ce sont des enseignants. Les hauts fonctionnaires, les gens qui ont vendu tous les terrains, ce sont des gens qui sortent des écoles. Mais lorsqu'on regarde dans le pays comme la RDC, là, ils nous ont inventé des nouveaux mots savants. Il y a on les appelle les personnalités morales, c'est-à-dire les politiques. Ce sont eux qui ont miroité à la population l'image que pour être riche dans ce pays-là, il faut faire de la politique. Résultat, vous qui avez demandé des exemples, aux dernières élections en RDC, pour 500 places, vous avez entendu? 145 000 dépôts de candidature. Dépôts de candidature. Hello, bonjour, Mbote Nabino, c'est Miss Huguette, votre journaliste politique. Vous êtes dans l'émission La Vérité au pouvoir sur la chaîne Seule la Vérité Télévision. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission où nous parlons d'actualité politique du pays pour tous ceux qui ont l'amour de la patrie, du Congo et de plus ailleurs. Aujourd'hui, avant de vous présenter mon invité du jour, je tenais à vous remercier. Oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages et votre soutien. Je vous invite à tous les nouveaux abonnés de cliquer sur la chaîne de notification pour vous abonner et être informé des démarrages des prochaines émissions. Merci au boss Miguenyema pour la confiance qu'il m'accorde en présentant cette émission. Je vous invite vraiment à rester branchés. Vous le savez, chaque émission est différente, mais nous entrons dans différentes thématiques concernant le pays. Avant de donner la parole à mon invité du jour, quand même, quelques informations. Alors, comme vous le savez, nous avons eu un peu de remaniement dans la politique et ce matin, nous avons eu une belle découverte, l'entrée de le colonel Mimi Bikela, qui est devenue ministre de l'Intérieur de la ville provinciale de Kinshasa. Nous tenons à féliciter l'honorable colonel Mimi, qui était présente sur notre plateau il y a quelques mois. Je vous invite à revoir son émission. Dans les actualités encore, nous avons le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC qui aura lieu ce samedi 29 juin. Ce sera à Kinshasa, enfin au Congo, une journée chômée et payée, voilà, sur l'étendue du pays. Encore dans les actualités, nous allons en France, comme vous le savez, élections législatives. Nous aurons ce week-end, le 30 juin, une élection, voilà, le premier tour de l'élection législative. Allez voter nombreux. Vous l'avez vu lors des européennes, le RN a, voilà, été largement en tête. Donc, essayons peut-être de changer la situation en allant voter. Donc, j'appelle vraiment toutes les personnes qui sont français, de la communauté, de la diaspora et de partout ailleurs, d'aller voter massivement pour essayer d'équilibrer tout ça. Voilà, présentation faite, les informations faites. Au cours de l'émission, nous développerons encore d'autres sujets d'actualité. À présent, je me tourne auprès de mon invité du jour. Il s'agit du président, Monsieur Jean Moulumba Bouché Mutwa Kasha. Est-ce que j'ai bien prononcé? Oui, vous avez bien prononcé, c'est Jean Moulumba Bouché Mutwa Kasha.
Enchanté. Merci d'être présent sur mon plateau, La Vérité au pouvoir, sur la chaîne Seule la Vérité. Président, soyez le bienvenu. Merci. Alors, pour ceux qui vont vous découvrir, d'autres vous connaissent, d'autres non, est-ce qu'on peut peut-être reparler un petit peu de qui est Monsieur Jean Moulumba Bouché, voilà, où est-il né, grandi, est-ce qu'il a des diplômes, des références professionnelles, avant d'en arriver sur le vif du sujet? Bon, merci beaucoup, Madame Huguette Mouemba, pour cette invitation. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez afin que je puisse m'adresser à mes compatriotes. Les compatriotes restés au pays, en RDC, République démocratique du Congo, les compatriotes vivant ici en France. Je suis congolais, je suis lembaltèque, donc de Lemba, et les gens qui m'écoutent savent que quand j'étais môme, j'ai quand même marqué l'histoire de jeunes de Lemba, parce que aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un centre culturel qu'on appelle le centre culturel de Lemba. C'est un prix que mon équipe et moi, nous étions 5, avions gagné à l'époque, quand nous étions mômes, et on ne savait pas la valeur de l'argent. Et on nous a demandé, par les autorités de l'époque, la bourgmestre de Lemba, c'était Maman Manzigonga Mondonga, et le gouverneur, c'était Kabaïdi Akabaïdi, et nous avons décidé de donner notre prix pour, c'est-à-dire l'argent, il y avait beaucoup d'argent à l'époque, Zaïre, et beaucoup de livres, à peu près 3000 livres, et tout ça, nous avons fait don aux jeunes de Lemba. J'étais jeune, j'étais d'une famille pauvre, mais c'est maintenant que je réalise que, à mon niveau, j'avais fait quand même une belle œuvre. Donc aujourd'hui, le centre culturel de Lemba, qui est à la place sous-région, à Kinshasa, c'est moi qui suis le fondateur, c'est moi qui suis l'initiateur. Alors du point de vue des études, je suis venu étudier en Belgique, donc je suis diplômé d'État de l'Université de Liège. Je fais les sciences de l'éducation, donc je suis enseignant, et au pays, j'ai enseigné pratiquement à tous les degrés inférieurs, maternelle, primaire, secondaire. Et puis, je suis venu étudier en Belgique, et là, actuellement, donc depuis une trentaine d'années, je suis chef d'entreprise. Très bien. Donc, voilà un peu un parcours, mais il y a beaucoup de choses que je peux évoquer ici en termes de réalisation. Et nous aurons l'occasion éventuellement de fleurer ça, que ce soit ici en France ou à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Durant l'émission, oui, on va parcourir quand même certaines de vos casquettes parce que je sais que vous en avez beaucoup. Président Jean Moulumba Bouché, président de la PACOF, président de la COACOF, des sigles qui, pour certains, sont incompris. Est-ce qu'on peut venir sur ces casquettes-là aujourd'hui? Bon, à la base, il y a quelques années de cela, il y a je dirais plus de 27 ans, oui. Donc bientôt 30 ans. On a créé une petite association ici en France qui s'appelait Debout Lemba, dont je suis le président depuis la création. Alors, Debout Lemba, c'était pour contribuer au développement de la commune de Lemba et puis en partant au développement de Kinshasa tout simplement. Après Debout Lemba, je suis militant associatif. J'étais impliqué dans beaucoup d'organisations ici en France et je participais à plusieurs événements organisés par les autres communautés de diaspora, Dialotelli, les mouvements panafricains, et ce qui fait que j'avais un temps d'avance par rapport à mes compatriotes qui vivaient en France sur la connaissance en ce qui concerne la vie associative. Et cela m'a poussé à avoir quand même une idée de créer une structure qui pouvait regrouper d'autres associations pour qu'on soit en réseau, qu'on soit en plateforme, d'où l'idée de créer ensemble avec mes amis de l'époque la plateforme des associations congolaises de France. Il n'y en avait pas beaucoup, puisque l'histoire dont je parle remonte maintenant à 25 ans. Donc, on a créé cette association, cette plateforme, et c'était vraiment formidable.
parce que je me souviens, nous avons fait des colloques ici à l'université Paris 8, auxquels ont pris part le professeur Daiwel, le professeur Maïla Chiembe, le professeur Eliki Ambokolo. Donc j'ai invité toutes ces personnalités. Et puis dans le groupe aussi, il y avait un jeune qui était avec moi, qui est devenu après une personnalité au pays, c'est Jean-Marie Kassamba, qui était à la création de la PACOF avec moi et qui animait des émissions dans une radio non loin d'ici. Et puis j'étais tout le temps l'invité pour aller expliquer ce qui se passe dans le mouvement associatif. Bon voilà, la PACOF est née pour justement, comment dire, c'est avec pour objectif clairement défini, s'informer et puis informer les Congolais. Et puis mutualiser des compétences, des connaissances. Et surtout, très tôt, nous avions compris qu'il fallait qu'on soit vraiment à jour des connaissances, qu'on comprenne les enjeux du moment. Il y a eu les objectifs des millénaires, mais beaucoup de Congolais n'ont rien compris de ça. C'est passé comme ça sous le nez. Après les objectifs des millénaires, il y a eu maintenant les ODD. Et bientôt, c'est l'agenda 30-50 et au-delà. Mais nos compatriotes à nous n'ont pas vraiment cette envie d'être à jour, de remettre à jour leurs compétences et leurs connaissances. On va revenir dessus. Voilà. Président Jean Moulumba Bouché, vous nous avez parlé de la PACOF et 20 ans après, vous nous avez conviés le samedi 1er mai pour une assemblée constituante au sein de l'ambassade de la RDC en France. De quoi s'agissait-il? Alors, vous voyez que la PACOF, c'était vraiment la fondation. La fondation, et maintenant que la fondation était solidement implantée dans le paysage des Congolais de France, puisque la PACOF est quand même connue. La PACOF, c'est 132 projets réalisés en RDC, dans beaucoup de régions. Mais on n'a pas fait du bruit. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase de capitaliser sur ces projets. Alors, on a compris que la fondation est posée et dans l'entretemps, on faisait beaucoup d'émissions, beaucoup de conférences pour inviter les Congolais à se structurer. Et nous avons organisé des symposiums, nous avons organisé des colloques parce qu'on n'a pas compris pourquoi, 60 ans après, les Congolais n'étaient pas structurés, notamment en France. Je pense que c'est le cas dans d'autres pays. On nous reconnaît comme étant des personnes inventives, des personnes qui sont forts individuellement, avec beaucoup d'initiatives. Mais les Congolais ne savent pas travailler ensemble. Et ça, c'était notre préoccupation depuis le début de la création de la PACOF. Et là, j'ai vu que les choses ont évolué. Parce que dans 30 ans, dans 20 ans, j'allais dire, il y a eu maintenant prolifération des associations des Congolais de France. Il n'y en avait pas assez. Donc, quand je parle bien, quand on a créé, mais avant même de Boulemba, j'avais créé une petite structure, mais qui était la seule structure en France, qui était la seule structure des Congolais, membres du Forum des migrants de l'Union européenne. C'était Zaïre, enfants en perdition, qui est devenu par la suite Aide aux enfants en perdition. Nous étions la seule structure des Congolais qui étaient membres du Forum des migrants de l'Union européenne. Et au fur et à mesure des années, vous avez vu vous implanter des associations. Exactement. Donc, on a bâti ça, et là, il y a eu quand même le concours des circonstances. D'abord, on voit les autorités de Kinshasa, le président de la République, qui nomme un nouvel ambassadeur. Et quand on découvre le nom, c'est professeur Émile Ngoy Kassongo. Ah, on dit mais non, mais c'est celui-ci, il est le nôtre. On s'est dit comme ça. Vous le connaissiez personnellement? Ah oui, on a dit mais attendez, il était ici en France avec nous. Bon, il a étudié ici. Donc tout ça, c'est, vous comprenez, il y a déjà eu l'enthousiasme. On a dit, ah, ça doit être un bon choix. C'est toujours ça quand on connaît quelqu'un et que la personne, surtout si la personne est compétente, est portée aux hautes responsabilités. Alors c'est comme ça que lorsque le professeur Émile Ngoy Kassongo est arrivé, nous avons mobilisé tous les Congolais de France. On a dit, il faut lui réserver un accueil. Et il était lui-même agréablement surpris. D'abord de voir qu'il y avait des Congolais à l'aéroport pour l'accueillir. Il ne s'y attendait pas. Et le 16 décembre, il a vu, nous l'avons invité. Écoutez-moi, madame, nous l'avons invité. Nous avons loué les salons Hoche.
ce n'est pas n'importe quel endroit. Et je ne peux pas vous dire combien nous avons payé. Nous sommes cotisés. Avec l'argent de qui? Mais nous-mêmes, nous sommes cotisés. Et on a voulu lui offrir vraiment une belle réception. Et il était visiblement ému. Mais il était content de retrouver les siens. Et lorsqu'il nous a donné, dans son premier discours, il nous a dit quelles étaient les missions qui étaient les siennes. Il nous a dit qu'il a été reçu avant de venir par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui lui a donné 3 missions. La diplomatie, la coopération, et la 3e mission qui n'est pas régalienne. Il lui a dit, c'est ce que lui nous a rapporté, oui, que professeur Émile Ngoï, je vous envoie pour unir les Congolais de France. Et ça, lui-même, il l'a dit. C'est pourquoi j'y rapporte ce qu'il nous a dit. Alors, nous avons compris que effectivement, le président de la République, il a reconnu par là, c'est que les Congolais de France ont fait pour lui. Il a été plébiscité ici. Et nous avons fait ça sans demander quoi que ce soit, mais par patriotisme. Et c'est pourquoi il nous a dit, voilà, on lui a demandé de nous réunir, de nous suturer, et nous lui avons dit, mais écoutez, là, vous ne faites qu'apporter votre pierre à ce que nous avons déjà amorcé depuis plusieurs années. C'est pourquoi, au lendemain de la réception, nous avons mis en place un comité qui pouvait réfléchir à une manière de suturer les Congolais de France. Puis ce n'était pas facile. Alors on a dit, on sait que nous allons créer au-dessus de nos fédérations, au-dessus de la PACOF, c'est une fêtière. Et dans cette fêtière-là, on a regardé la sociologie des Congolais de France. On a dit qu'il y a beaucoup de Congolais qui presque, vraiment, enfin je peux dire un grand nombre, qui fréquentent des églises. On a dit c'est que cette voie-là doit être vraiment sollicitée. On a vu qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont des médecins ou bien des pratiquants, aides-soignants, tout ça. On les a rapprochés. On a dit, mettez-vous ensemble. Il y a des élus français d'origine congolaise. On a dit, mettez-vous ensemble. Et nous avons réuni les entrepreneurs. Mettez-vous ensemble. Et nous sommes allés jusqu'au moment qu'ils font le commerce informel. À Château-Rouge, on a dit, mettez-vous ensemble. Sans oublier la presse. Sans oublier la presse. La presse, d'ailleurs, qui occupe une place prépondérante au sein de ce que nous avons appelé la fêtière, nous l'avons appelé collectif des organisations et des associations des Congolais de France. Vous voyez, COACOF. Et cette fêtière, vraiment, c'est un chapeau. Tous les Congolais se retrouvent dedans. C'est pourquoi, vous avez vu, quand on a proposé un calendrier de rencontres à son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, professeur Émile Kasongo, il a pu rencontrer pour la première fois, depuis qu'il est rentré en France, il a rencontré des mamans. On a commencé par les mamans, parce que nous croyons beaucoup, nous savons que ce sont des véritables agents, des catalyseurs du changement. Si on veut qu'il y ait un changement, il faut d'abord travailler avec les mamans. Il faut les travailler. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et après, il a rencontré les jeunes. Les jeunes nés et grandis ici, ou les jeunes qui sont venus dans le bas âge et qui ont grandi ici. Parce que pour nous, nous croyons, nous pensons que le devenir de la RDC repose, une partie de son devenir repose sur sa diaspora, et c'est-à-dire donc les Congolais qui ont quitté le pays pour plusieurs raisons, oui, mais avec leurs descendants. Nous pensons à ça. Et allusion faite aux résultats que nous avons engrangés, aux conclusions que nous avons ébauchées lors de nos différentes visites d'immersion. Nous sommes allés en immersion en Palestine pendant 12 jours pour voir comment. Et là, c'était vraiment le voyage. On a fait, c'était au niveau de la PACOF. Donc, vous voyez, dans le groupe, il y avait un prêtre, il y avait un orthodoxe, il y avait un musulman, il y avait un juif. Ce qui fait que nous avons balayé toute la Palestine pour voir un peu. Et alors, nous avons dit, on peut s'inspirer de ça. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, on est allé en immersion au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et là, nous avons été reçus par
une structure qui nous inspire aujourd'hui. On appelle ça le Conseil de communauté de Marocains de l'extérieur, CCME. Vous voyez, qui dirige M. Driss El Yazami. Et nous sommes allés, on a été accueillis d'une manière extraordinaire, inexplicable ici. Et avec des vols intérieurs, on a sillonné le Maroc, puisqu'on voulait voir comment les Marocains perçoivent-ils leur diaspora. Très bien. Vous voyez. Alors. Monsieur Jean Bouché Moulumba. En tout cas, ce regroupement des associations, des entrepreneurs, des organisations a l'air bien beau quand vous nous le présentez, mais dans les faits, ce sont des choses qui ont déjà été proposées. On a déjà vu des plateformes qui veulent réunir. Qu'est-ce que vous promettez lorsque les gens rejoignent cette organisation? Alors, qu'est-ce qu'ils y gagnent à rejoindre ce regroupement d'associations? En tout cas, vous savez, nous sommes inspirés quand même de la phrase célèbre du président américain, Kennedy. Vous voyez, c'était au plus fort de la crise entre l'Amérique et le Vietnam. Mais il a dit, ne demandez pas ce que l'Amérique doit faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Mutatis mutandis, ça reste d'actualité. Il faut que chaque Congolaise, chaque Congolais se pose cette question-là, nuit et jour. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Mais comment voulez-vous qu'on soit efficace lorsque nous sommes déstructurés? Comment voulez-vous que collectivement, on puisse impacter la société congolaise lorsque ici, dans la diaspora, on navigue vague-vague? Vous voyez? Donc, déjà, les gens qui viennent au COACOF, les structures qui viennent, c'est d'abord adhérer au statut. Or, dans les statuts, tout est fait pour que, collectivement, nous puissions innerver les politiques congolaises. Que nous soyons des forces de proposition et surtout que nous soyons un outil au service pour poser des choses, pour faire des choses différemment. Comment? Parce que au sein, on a vu ça. Je vous dis, on est créé officiellement, COACOF, c'est depuis le 4 mai. Mais lorsque nous avons réuni les étudiants, ils sont venus me voir. Je suis allé à leur rencontre. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont des problèmes. Nous sommes dans un pays où, pour valider une formation, il faut faire les stages. Je prends le cas des étudiants en médecine. Ils ont du mal. Mais quand nous leur avons présenté l'organisation COACOF, et au sein de COACOF, il y a des médecins congolais, des grandes factures, qui ont des cabinets. Moi, je suis allé. Aujourd'hui, on n'a plus de problème, nous. On n'a plus de problème de prescription médicale. Puisque quand vous appelez Doctolib, on peut vous faire attendre 2 semaines. Mais vous avez le temps de mourir quand même. Mais là, nous avons des médecins dont on vante les qualités. On me dit qu'en Afrique du Sud, soi-disant, moi je suis jamais allé en Afrique du Sud, que les médecins congolais sont parmi les meilleurs. Il en est de même en ce qui concerne la France. Mais les médecins, les étudiants, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Non, président, mais est-ce que nous pouvons avoir vraiment la possibilité d'effectuer nos stages dans les cabinets de médecins congolais? Donc cette organisation aura différentes utilités comme la mise en relation. La facilitation. Et nous sommes là quand on parle, je vais encore plus loin. Vous voyez, nos compatriotes qui arrivent ici. Nous, on n'est pas là pour juger. Les trajectoires, ça nous intéresse pas. Mais le fait qu'ils arrivent en France, ils sont paumés. Ils arrivent pour un avenir meilleur, ils ont quitté peut-être... Voilà. Abîmés parfois. Oui. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous, on est là. On se dit, il faut les aider, il faut les assister. Et on est là pour ça. Vous voyez? D'où on accueille les primo-arrivants pour leur apprendre les codes. Et là, ils trouvent que nous sommes une structure service. On est là pour servir. Et en ce qui concerne le pays, vous savez, nos associations font beaucoup de choses au pays. Même si, de l'autre côté,
Ça se fait pas, c'est pas forcément reconnu. Bon, ce n'est pas reconnu. Force de même, même ne serait-ce qu'on veut acheminer à partir de la France ou d'un autre pays des médicaments, des produits d'hygiène ou pour les handicapés, mais l'acheminement est difficile et ça décourage facilement. La fret est payante même pour les associations. Il y a des faits que la société civile va remonter et je souhaiterais qu'on puisse l'évoquer ensemble aussi. Parce que là, on parle de l'iceberg positif, mais la partie civile se plaint de certaines choses, monsieur Jean Mouloumba. Oui. Mais là-dessus, il y a quand même quelque chose à dire. Nous ne sommes pas dans l'optique d'assistanat. On ne demande pas. Tout ce quand je parle des 135 projets, 133 projets, on n'a pas demandé au gouvernement congolais quelque chose. D'où venaient les fonds? Oui, c'est l'ingénierie. Nous avons compris qu'il faut se former ici. Lorsque vous avez des connaissances en ingénierie de projets, vous concevez des projets bancables, viables. Le problème, c'est que les Congolais ne lisent pas, lisent très peu. Et le problème, c'est qu'aussi, ils ne comprennent pas comment les choses se déroulent, comment ça se fait. Il y a des bailleurs de fonds. Ça, c'est la solidarité internationale. Mais faut-il encore savoir comment est-ce que on est compétent pour lire et comprendre le cahier des charges? Est-ce qu'on peut comprendre les thèmes des références? Est-ce que on peut... C'est pourquoi nous, quand nous faisons un projet, le projet doit être budgétisé. Vous voyez? Donc, c'est le problème de contenir tout ça. Non, nous ne sommes pas dans cette optique-là. Mais ce que nous demandons, c'est parfois des facilités localement. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a là-bas des pratiques que nous condamnons. Et il y a des phrases du genre, mais comment est-ce que nous allons nous retrouver? Quand on dit se retrouver, ce n'est pas se retrouver, des retrouvailles de joie. Non, se retrouver, c'est-à-dire des combines. Vous comprenez? Alors que vous apportez votre projet. Et ça, ce sont des choses qu'on va combattre et qu'on combat déjà, mais on va en parler et on va aussi agir localement. Tout à fait, parce que combattre aujourd'hui, la population est un peu déçue par tout ce qui est vol, tout ce qui est magouille, tout ce qui est c'est toujours du piston. Je connais quelqu'un, j'ai un ami, j'ai un membre de la famille, et on a l'impression qu'on donne pas l'opportunité à des véritables talents, des gens qui sont diplômés, des gens qui ont fait des études, qui ont des expériences, de pouvoir éclore dans notre communauté. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait toujours les mêmes têtes, ou les enfants d'eux. On le voit dans tous les secteurs économiques, que ce soit à l'église, un grand pasteur va mourir, va laisser son fils. On le voit dans la politique, c'est les enfants d'eux, c'est les beaux-fils d'eux, les belles-filles d'eux. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace pour ceux qui... Vous avez parlé tout à l'heure d'étudiants, de la jeunesse, des gens qui ont aussi des talents. Est-ce qu'on leur donne de l'espace à ces gens-là? Vous savez, aujourd'hui, le pays, la République démocratique du Congo, a atteint un degré de déliquescence, je peux dire, mentale, sociologique, culturelle et politique. C'est que vous avez évoqué tout à l'heure, mais c'est ce que Bourdieu qualifie de la reproduction des classes. Parce que pendant ce temps-là, pendant 6 décennies, on a détruit tous les domaines vitaux. On a détruit l'enseignement. Moi, je suis enseignant. Vous avez vu, j'ai dit, j'ai enseigné. Je suis enseignant. Mais quand nous, on étudiait au collège, vous étiez 25, et à la fin de l'année, 25 montent des classes. Et le dernier avait parfois 60%. Ah. Ouais, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est... Donc, et on savait lire, on savait écrire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont justement les soi-disant intellectuels. Ils ont détruit l'éducation. Sinon, pendant 60 ans, pourquoi on en est là? Et eux, ils ont eu la chance d'envoyer leurs enfants aux études. Bon, moi, je suis venu, j'ai étudié avec l'argent de ma famille, qui n'est pourtant pas plus riche. Oui. Vous comprenez? Mais il y a beaucoup qui aujourd'hui sont perdus et regrettent vraiment leur jeunesse. Aujourd'hui, on dit école gratuite, mais les classes sont surbombées. On voit des classes avec 100 élèves. Et là, nous avons soutenu la gratuité de l'enseignement. Et ça, c'est l'enseignant qui vous parle. Parce que quand je parlais de 60 ans,
il faut qu'on ait plusieurs émissions, Madame Wemba, pour aborder tous ces thèmes. Tout ça. Donc, quand on parle de 60 ans... Qu'est-ce qui a été primé? La qualité ou la quantité? Non, 60 ans d'abord. 60 ans d'abord. 64 ans. Qu'est-ce qu'on a fait de l'éducation? Est-ce que pendant 60 ans, on peut parler combien d'écoles a-t-on construit dans ce pays-là? Combien? Parce que on construit des écoles en prévision de la démographie. Tout à fait. Donc, on savait bien, les démographes, est-ce qu'ils ne sont pas dans ce pays-là? Ce sont les soi-disant intellectuels. Est-ce qu'il y a un recensement dans ce pays? Mais qui a dirigé le pays depuis 60 ans? Les soi-disant intellectuels. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que le problème n'est pas seulement de dire que voilà, on n'a pas, il y a les classes qui sont justement surpeuplées. Mais c'est un fait, vous le reconnaissez. Ce fait-là, nous le reconnaissons et nous demandons, tout en saluant d'abord la mesure. Quel résultat on attend qu'un professeur, un enseignant soit seul dans une classe sous la canicule, sans fenêtre, parfois sans toit, sans table, sans banc, avec 100 élèves. Mais vous savez, nous avons parlé, puisque moi qui parle, et après vous étonnez qu'il n'y ait plus d'intellectuels, les gens ne savent plus lire, les gens n'arrivent plus à obtenir des diplômes satisfaisants. C'est vrai, Madame Wemba. Nous disons que ils ont détruit l'école. Vous ne nous donnez pas de nom. Ce sont les intellectuels là. Vous comprenez? Puisque le pays a toujours été dirigé par des docteurs en ceci, docteurs en cela. Tous les ministres, depuis, ce sont des professeurs d'université, ce sont des enseignants. Les hauts fonctionnaires, les gens qui ont vendu tous les terrains, ce sont des gens qui sortent des écoles. Vous comprenez? Et ils ont tout vendu, y compris même les espaces qui étaient réservés pour les infrastructures de l'État. Ce sont ceux-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui on en parlait. C'est parce que justement, et là nous saluons l'action du président Félix Tshisekedi. Parce que lorsqu'il est venu, il a vu que dans la Constitution, il y a un article, une loi qui dit que l'enseignement de base doit être gratuit. Mais si c'était appliqué depuis, on aurait pu comprendre qu'il fallait autant de construction d'écoles par an. Puisque nous sommes passés à Kinshasa de 3 millions à aujourd'hui, selon certaines sources, à 15 millions. La construction des infrastructures devait suivre d'année en année. Puisqu'on sait que chaque année, si les statistiques sont bien tenues, qu'il y a autant d'enfants qui sont nés en RDC. Oui, et là, on peut extrapoler la situation en disant, dans 6 ans, ces enfants seront à l'âge de scolarité. Ça n'a pas été fait. Conséquence, il y a eu d'abord des phénomènes. Et là, les Congolais ont assisté impuissants. Il y avait d'abord le phénomène des moineaux. C'est-à-dire les enfants, les moineaux, vous voyez, on identifie les enfants aux moineaux. Ce sont des enfants qui n'avaient pas de repères, des moineaux. Après, il y a eu des chégués. Tu voyez, pour les qualifier, hein, les chégués. Donc, il y a eu ça. Puisqu'ils n'ont pas la place d'un enfant, c'est où? Soit à la maison, soit à l'école. Mais il n'y avait pas d'école. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Donc, la rue était leur royaume. Vous comprenez? Oui. Et après, on a dit non, mais ce sont des enfants de rue. Voilà. Ça, c'est l'invention. Les enfants de rue. C'est-à-dire la rue a mis au monde les enfants. Résultat, ces enfants, des générations, il y a quand même 6 générations, vous comprenez? C'est qu'un enfant qui était dans la rue, qu'on a considéré moineau, 20 ans après, c'est-à-dire 2 décennies, d'accord? Cet enfant devient adulte, majeur. Mais il s'aperçoit que son enfance a été volée. Parce que il a vécu dans la rue. Il a bravé les intempéries. Il a mangé dans les poubelles. Vous comprenez? Et il a subi parfois des violences des adultes. Lorsque cet enfant a l'âge de 20 ans, qu'est-ce qui lui reste? Il se rebelle contre la société. C'est pourquoi maintenant, il y a des koulouna. Il faut une partie de l'explication, c'est celle-là. Et là, nous faisons le procès contre ces soi-disant intellectuels qui ont détruit le pays. Maintenant, tout en applaudissant la mesure de la gratuité, on exige maintenant au pouvoir actuel de faire de l'enseignement
et de la santé, priorité des priorités. D'y mettre des moyens pour essayer de rattraper le retard. Le retard en quoi? En construisant des infrastructures scolaires, en formant les enseignants. La formation des maîtres, ça doit être vraiment reconsidéré dans ce pays-là. Comment voulez-vous? Bien entendu, on peut donner que ce que l'on a. Mais qui enseigne à l'école primaire en RDC aujourd'hui? C'est les diplômés d'État. Mais quelle formation ils ont? Puisqu'ils ne savent même pas aligner 3 phrases sans faute. Voilà où nous en sommes. On dit au gouvernement actuel, c'est bien, mais il faut un véritable plan de construction en masse des infrastructures. Et puis, il faut former à l'école primaire, ce qu'on appelle là, maintenant ils ont le système LMD comme ici, mais il faut que ça soit une personne qui a au moins Bac plus 3 qui enseigne à l'école primaire. Vous comprenez? Voilà un peu ces questions. Nous avons quand même beaucoup de choses à nous dire avec la vérité de pouvoir. Je pense que nous serons et nous allons partir à ça puisque nous aimerions bien débattre avec les soi-disant intellectuels qui ont foutu le pays dans l'état où nous sommes. Et pour enchaîner, ça c'est le président Félix Tshisekedi qui s'est basé sur la Constitution. Mais il a été aidé dans la suite par une pandémie qu'on a appelée la Covid. On en reviendra parce que j'ai pas mal de sujets, mais c'est bouché. Mais je pense qu'on reviendra sur cette thématique. Vous, en tant que professeur, enseignant, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Revenons sur le sujet du jour. Si je vous parle de la 64e année de l'indépendance de la RDC. 64e année, ça vous parle? Oui. Le bilan. Le bilan, sur le plan, il y a le bilan. Vous savez, quand on regarde de près, on se réfère, nous, à ce que nous ont légué les pères fondateurs de l'indépendance. Ils étaient une poignée d'hommes, la plupart séminaristes, mais surtout autodidactes. C'était ça leur force, les gens qui se formaient. Ils ont réclamé, ils ont arraché l'indépendance. Et qu'est-ce que nous avons fait de cette indépendance? C'est une très bonne question que j'allais vous poser. Aujourd'hui, on a galvaudé, on a craché sur les pères fondateurs. Voilà, on voit. On a craché sur tout ce qui avait été mis en place. Merci à Gounosco, à la technique. Mais vous comprenez que ça me parle lorsque nous devons commémorer. Mais est-ce que vous trouvez que cette indépendance est positive aujourd'hui? Le bilan est positif. Est-ce que la communauté congolaise nous représente dignement dans tous les domaines de la vie? Vous avez parlé des regroupements que vous avez faits, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui prédomine? Quand on va sur les réseaux sociaux, lorsqu'on va voir d'autres communautés, comment on parle du Congolais d'aujourd'hui? Ce Congolais où, voilà, nos aïeux se sont battus pour nos droits, se sont battus pour notre liberté, se sont battus pour qu'on puisse vraiment être indépendant. Qu'avons-nous fait de cette indépendance? Est-ce que vous en êtes satisfait? Non. J'ai dit qu'on a craché. Vous savez, lorsque on a perverti la société. Avec quoi? Avec, justement, ce qu'ils appellent actuellement au Congo, mais sans y donner trop de contenu, les antivaleurs. Si on parle des antivaleurs, il faut d'abord revenir à la source. Sur quoi reposait la culture congolaise? Vous voyez, tout est parti de là. On a quelques exemples d'antivaleurs pour qu'on comprenne. Quelques exemples. Mais vous voyez, par exemple, regardez, les gens au pays, quand je suis allé, mais j'ai trouvé que on fait des choses à l'envers, dans tous les domaines. Pas à l'endroit, voilà, j'ai bien à l'envers. Vous voyez ça? À commencer par un Congolais lambda. Il produit des déchets, et il les met devant sa porte, et ces déchets lui rapportent des microbes, et il prétend qu'il ne peut pas mourir de microbes. Vous voyez, par exemple, voilà. Vous vous rendez compte quand on dit que le Congolais ne meurt pas de microbes? Un état d'esprit. Vous avez demandé des exemples? Regardez. Au Congo, pour parler un peu vrai, l'élite congolaise, ceux-là qui sont au pouvoir depuis 6 décennies, mais surtout actuellement,
c'est comme s'ils faisaient les concours de détournement. C'est-à-dire, qui va détourner plus que l'autre? Parce que jamais j'ai pu entendre des chiffres, donc depuis ma naissance, comme aujourd'hui. On parle en termes de centaines de millions d'euros. Vous voyez ça? Tout à fait. Plus personne ne s'en offusque. Et personne ne s'en indigne. Et ils reviennent même au pouvoir et à la tête du pouvoir, pardon. Vous avez demandé des exemples. Je peux vous dire que lorsque on fait les surveys, c'est-à-dire on fait les sondages sur les jeunes, on voit que non, les pays nordiques, ils mettent en avant pour ce qui est des valeurs, le travail. Et ce travail-là, ils parlent de l'entrepreneuriat. Oui. Mais lorsqu'on regarde dans le pays comme la RDC, là, ils nous ont inventé des nouveaux mots savants. Il y a on les appelle les personnalités morales, c'est-à-dire les politiques. Ce sont eux qui ont miroité à la population l'image que pour être riche dans ce pays-là, il faut faire de la politique. Résultat, vous qui avez demandé des exemples, aux dernières élections en RDC, pour 500 places, vous avez entendu? 145 000 dépôts de candidature. Dépôts de candidature. C'est le record absolu. Voilà, vous avez demandé des exemples, il y en a à profusion. Ça veut dire quoi? Ça montre que on marche à l'envers. Vous voyez? Et dans l'entretemps, ceux-là qui nous dirigent à la Gombe, dans toutes les communes, je pense que c'est aussi le cas en province, parce que je n'ai pas beaucoup sillonné en province, en fait, en RDC. Mais ils vivent et ils sortent, ils voient bien que c'est sale partout. Ils voient bien qu'il y a des nids de poules partout. Ils voient ça. Et quand ils viennent ici, ils sont fiers de rouler dans des belles voitures sur les autoroutes. Mais quand on rentre au pays, lorsque vous détournez 500 millions, 300 millions, mais c'est combien de kilomètres de route pour le bien commun? C'est combien d'écoles? C'est combien d'hôpitaux? Voilà des véritables questions. Bref, on a perverti la société et on a donné une image qui n'est pas la vraie, une mauvaise image, et on l'a imposée, la loi du plus fort. On a imposé ce qu'ils appellent des antivaleurs. Et puis on nous parle de changement de mentalité, mais ça ne se décrète pas. Mais ça doit commencer à la tête du pouvoir. Quand on dit, vous connaissez cet adage, quand la tête est malade, le corps s'ensuit. Un exemple, on voit nos présidents, on voit nos ministres, nos députés, tous ceux qui sont à la tête du pouvoir, nous montrer, comme vous l'avez dit, des biens exubérants, des voyages, des belles voitures, toujours en first class. Cette population envie toutes ces choses qu'ils n'ont pas. On les voit acheter des maisons très chères. Moi, j'ai un exemple. Le président sénégalais est venu très récemment pour la première fois en France et il a décidé de ne pas aller dans ces grands hôtels de luxe, de ne pas s'acheter une maison à Monaco ou quoi qu'est-ce. Il a dormi au sein de leur ambassade ouais. du Sénégal. Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Vous en avez entendu parler? J'étais invité, malheureusement, ça tombait puisqu'on avait aussi déjà eu une réunion avec l'ambassadeur. Parce que moi, je suis en train de coacher. Et comment se fait-il que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, ne siège pas à l'ambassade et préfère aller dormir dans des grands palaces? Pourquoi vous ne lui demandez pas de dormir au sein de l'ambassade? Voilà, ça c'est une très belle question. Je peux parler de l'ambassade de la RDC en tant que Congolais, puisque c'est ma maison. J'ai vécu quand même pendant plus de 35 ans, je fréquente cette ambassade. La maison ambassade était devenue, jusque dans un passé récent, il n'y a même pas 6 mois. Je dis bien, il n'y a même pas 6 mois. Avait connu la vétusté très avancée. Très avancée. Et la toiture laissait couler tout l'eau de pluie au sein de l'ambassade. Les archives mouillées. Et dire que non, il y avait des ambassades qui se sont succédées ici. C'est parmi ce dont je parle, vous voyez? Donc on est chez soi, mais quand on sort, on voit que c'est sale, mais on s'en accommode. Il y a eu des ambassades qui se sont succédées. Mais je ne fais pas l'éloge d'une manière béante. Mais je dis seulement que lorsque l'ambassadeur est venu,
Et il a dit dans une des interventions devant la presse congolaise, il a dit que en venant, lorsqu'il a découvert l'état de l'ambassade, de la maison ambassade, même pas de toilettes pour les usagers. Ça ne coulait pas. C'était vraiment horrible. La peinture qui se défrichait sur les murs. Partout. Ils ont fait des aberrations pas possibles. On n'a jamais vu un parquet être couvert de la moquette. Mais quelle moquette? Avec la colle forte. On n'a jamais vu le marbre être couvert par la moquette. C'est ce qui a été fait. Mais lorsque le professeur Émile Ngoyi est venu, avec cette organisation, bien entendu, il a dit lui-même qu'il a demandé au chef de l'État congolais, via son ministère, pour qu'on puisse réhabiliter la maison ambassade. Donc je crois qu'il y a des photos que vous allez montrer, oui. Donc de la restauration de la première partie, c'est-à-dire le rez-de-chaussée. D'abord, on a colmaté les toits, et puis on a réhabilité le premier... les images sont là. Mais je vais vous dire, cette maison-là, notre maison commune, c'est un bijou. Puisque c'est une maison classée, ce sont des maisons haussmanniennes. Historiques. Oui. Et aujourd'hui, j'ai dit, nous avons dit à l'ambassadeur, OK, nous sommes contents, mais il ne faut pas s'arrêter là. D'où il faut qu'il fasse la même démarche auprès de celui-là qu'il a nommé pour que le travail continue, qu'on puisse réhabiliter premier étage, deuxième étage. Ce n'est qu'à ces conditions-là. Lorsque la villa qui est au fond de la cour sera réhabilitée, en ce moment-là, mais moi, je serai très fier, très content de voir que le président de la République vient ici, reste et vive dans son ambassade. Mais aujourd'hui, c'était vraiment invivable. Ce n'est pas la faute du président de la République actuelle, ce n'est pas la faute de l'ambassadeur, mais j'ai dit seulement que c'est ça le fait. Très bien. La maison s'est détériorée au fil des années et personne n'a pensé à la réhabiliter. Très bien. Justement, on va poursuivre avec toujours son Excellence, l'ambassadeur Monsieur Émile Ngoyi Kasongo. Il y a du point positif. C'est vrai que beaucoup nous disent qu'il est à l'écoute de sa communauté, de la population. Il a ouvert l'ambassade, mais il y a encore des couacs. Peut-être que vous, en tant que voilà son ami et puis un proche, vous pourriez répondre à certaines questions. Justement, on parlait de la rénovation de l'ambassade. Les gens ont été déçus parce qu'ils ont vu quelques images de personnes qui ont pu avoir accès et ça n'a pas été réalisé par des Congolais, par des sociétés congolaises. Pourquoi ce choix? Oui, mais souvent, moi, ça me fait rigoler. Pourquoi ne pas faire appel à nos frères? On a bien des sociétés de bâtiments de Congolais, donner de la force. On était là à mettre en évidence, voilà, oui. Donner du travail aux Congolais. Les Congolais ne savent pas bien travailler. Non, ce que je viens d'évoquer là, poser la moquette sur le parquet et abîmer le marbre, tout ça, il semble que c'était certains compatriotes qui avaient fait ça. Jusqu'à même à perforer les murs pour faire passer des câbles de climatisation. Ce qui n'est pas acceptable pour ces genres de maisons. Écoutez, nous avons besoin d'acquérir des compétences. Donc on en a pas aujourd'hui? Non, dans les domaines spécifiques, dans le domaine pointu. Dans le domaine pointu, comme ici, il y a des connaissances spécifiques. Des formations à faire. La restauration. Oui. Vous avez vu là, nous sommes en France. Oui. Et comment dire, Notre-Dame de Paris s'est écroulée, abîmée par le feu. Mais pour restaurer ça, il a fallu des ouvriers hautement qualifiés. La restauration à l'identique, ça demande même des scanners. Donc on photographie, on regarde, et puis il faut aller pour retrouver vraiment la pierre ou bien le produit qu'on avait utilisé à l'époque. On n'a pas encore ces compétences-là. Cette société qui a été sollicitée, c'est une société mondialement connue, qui a restauré aussi l'ambassade de Djibouti en France et bien d'autres ambassades. Vous voyez? Et ce sont des personnes qui travaillent avec des pinceaux, qui cherchent, qui savent calculer, examiner la peinture. C'était un travail. Moi, je suis allé, j'ai suivi les travaux, j'ai vu comment ils travaillaient nuit et jour.
voyez? Et là même, dans le salon diplomatique, il y a un tableau des maîtres qui a été couvert de peinture. Ils doivent restaurer ça. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, moi, je suis le premier à dire que non, à compétence égale, il faut donner le marché aux Congolais. Mais on ne doit pas donner le marché aux Congolais à n'importe quel prix. Je pense qu'aussi, c'est ce qui se passe en RDC. Vous voyez, oui, apparemment, il y a même de tronçons qu'on a confiés à nos compatriotes, mais qui ont fait un travail à refaire. Vous voyez ça? C'est ça. Nous voulons bien que vraiment les Congolais, moi je suis le premier, des Congolais aussi à vouloir gagner de marché, mais si je n'ai pas d'expertise, je ne dois pas prétendre à avoir le marché, quoi. Très bien. Monsieur Jean Mulumba Bouché, cette photo, que représente-t-elle? Ah oui, donc voilà. Ah non, non, mais vous êtes formidable, vous avez... Non. Mais vous voyez, là, ça c'est la rencontre entre son Excellence avec les personnels de médias. Donc il y avait des jeunes, il y avait... À chaque rencontre, nous prenons une photo souvenir dans l'escalier de l'ambassade. Vous voyez, ça a été restauré. Ces sons-là, c'est le nouveau visage des Congolais de France. Sous la houlette de son Excellence, mais sous ma présidence. Vous voyez, donc on est en train de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de naître là, oui. Vraiment en France. Vous voyez, il y a des politiques, il y a donc, et vous verrez, il y a beaucoup, vous allez bien illustrer, donc vous avez beaucoup d'images que vous avez vous-même prises aussi sur place. Donc voilà. Donc c'est ça que nous voulons. Et moi qui ai vécu longtemps ici, je me dis, il y a quelque chose, mais je suis militant associatif d'abord. Et je le fais bénévolement. Très bien. Oui. Donc tout cela, toute cette réunification de la presse et des médias issus de la diaspora congolaise, c'est pour organiser plusieurs événements, dont un prochain qui arrive. Il s'agit de la commémoration de l'indépendance le 30 juin. C'est ça, du 30 juin. Oui. Donc voilà, c'est l'avant-première, hein. Parce que le professeur Émile Ngoï, parce qu'il est des nôtres. On ne doit pas se le cacher. Il connaît, il a vécu ici. Il a connu la souffrance que nous connaissons. Donc, il a dit, je dois remettre la maison ambassade aux Congolaises et aux Congolais de France. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que nous avons maintenant accès facile à cette ambassade. C'est que la salle diplomatique est mise à disposition. La salle qui est au fond de la cour est mise à la disposition des Congolais. Et presque chaque semaine, nous y organisons des événements. Ça, c'est d'abord quelque chose de très important. Parce qu'on vient maintenant à l'ambassade, c'est un lieu qui nous appartient. Vous savez, l'ambassade, la maison là, ça n'appartient pas à l'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un locataire. Comme dans tous les pays. C'est un bout de la RDC qui est là. C'est pourquoi même pour les festivités, puisqu'on nous a confié l'organisation, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous a confié l'organisation des festivités commémoratives du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Et il nous a seulement donné 2 mots d'ordre. Le premier, il a dit, Président Bouché, je veux que cette action soit inclusive. C'est pourquoi nous avons fait appel à toutes les composantes de la société congolaise ici en France. Les politiques, c'est moi qui coordonne ça. Les associatifs, les chambres de commerce. Nous avons fait un éventail. Mais comme l'endroit n'est pas extensible, il fallait quand même qu'on fasse des choix. On a appelé plus les leaders d'opinion, donc sur les têtes de pont, etc., etc. Pourquoi ne pas avoir loué un espace alors? Non, mais c'était la volonté. On veut d'abord qu'on vienne. Sa case reste sa case, quoi. Donc il faut, notre maison, elle est petite, mais on va d'abord, on retourne dans notre maison. Et ça, c'est l'ambassadeur qui nous a donné cette opportunité. En plus de ça, le 30, il va annoncer, il y aura 2 grandes annonces. Première annonce, on va lancer une cagnotte. Puisque les Congolais de France n'ont pas encore bougé. Ce n'est pas que les Congolais de France sont insensibles à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui connaît l'agression innommable du Rwanda, les pires atrocités,
Et ça, aucun peuple au monde n'a souffert comme ce peuple-là, le peuple congolais dans sa partie Est. Les Congolais de France, bien sûr, individuellement, nous avons des projets. Nous avons des projets, notamment à Ituri. Le ministre actuel, le vice-ministre donc de la Défense, il est iturien. Il sait que nous avons des projets là-bas, avec les handicapés d'Ituri. Donc, dans le Nord Kivu, nous avons des projets, nos associations. On travaille même en temps de guerre. Nous sommes là-dedans. Mais nous voulons, l'ambassadeur voudrait lancer une forte initiative pour lancer une cagnotte. Et l'annonce sera faite le 30 juin, c'est-à-dire le dimanche. Deuxième initiative, ça sera, cette cagnotte qui va être lancée va courir sur 5 mois. Et au mois de décembre, pour la première fois, nous allons organiser la première semaine de la communauté congolaise en France pour montrer toute la richesse de notre culture. C'est que nous sommes comme Congolais. Des événements pendant une semaine, culinaires, défilé de mode, musique, tournoi de football. Donc, nous allons vraiment faire bouger la France dans toute la France. C'est pourquoi, avant cet événement-là, une tournée va être faite par son Excellence l'ambassadeur et nous pensons que nous allons l'accompagner pour sillonner partout où il y a les Congolais et les sensibiliser. Ça, c'est du nouveau. Très bien. Président Boucher, merci beaucoup, mais il y a quelque chose qui est en train de déferler les réseaux sociaux. Je ne peux pas vous laisser sans vous parler. Ici, nous sommes dans Vérité au pouvoir et on se parle vérité na vérité. Toute cette belle organisation que son Excellence, Monsieur Emile Ngoy Kasongo met en place, c'est bien beau. Mais après, c'est le même qui va faire des annonces, des demandes. On a vu des sponsoring qu'il a fait, des demandes de sponsoring auprès de Canal+. Aidez-nous pour organiser notre événement de l'indépendance. Et Saline Titozo, Senga, Tozo, Léla, ça a pas fait bien. J'ai reçu des messages en disant qu'est-ce que monsieur l'ambassadeur est en train de faire? Pourquoi il demande des fonds comme ça? Est-ce que les autres ambassades font ce genre de démarche lorsqu'ils organisent leurs événements? Pourquoi l'enveloppe ne viendrait pas directement du président de la République? Pourquoi il faut qu'au quémander? C'est une habitude que le Congolais a, qu'au Senga. Pourquoi il a fait cette démarche? Est-ce que vous-même, président Boucher, vous soutenez sa démarche de demande de sponsoring? Avant de répondre à cette question, moi-même, je ne comprends pas comment les Congolais, du moins cette frange-là, qui s'indigne, qui claironne, qui chante sur tous les toits, mais ce sont des gens, je peux dire, qui n'ont pas de connaissances en la matière. Moi, je les plains, je les comprends. Moi, je vous dis que ce n'est même pas l'ambassadeur qui a eu l'initiative. L'ambassadeur, avant, il n'était pas ambassadeur, il était ministre. Mais là, cette note est signée. Mais je vous dis que depuis que moi, je suis en France, et je pense, je suis parmi les rares qui, pendant des années, chaque fois qu'il y a une manifestation à l'ambassade, j'y vais. Parce que je n'ai pas de couleur politique. C'est ça l'avantage que j'ai. Mais on a toujours fait appel aux sponsors. Son Excellence Edi Angoulou, qui était avec moi, puisqu'il s'appuyait sur la PACOF. Combien de fois nous avons fait appel à Perenco, à Sabena à l'époque, qui est devenu Bruxelles Airlines. On a fait appel à Western Union. Combien de fois? Et pas plus longtemps. Il y a eu la célébration de la fête en Italie. Mais il y a eu un mur, tout un mur, où on a énuméré les sociétés qui ont sponsorisé l'activité. Mais c'est habituel, même pour les Jeux olympiques ici. Mais la France fait appel aux sponsors. La notion de sponsoring, c'est ça. Et c'est très important, c'est bénéfique pour ces sociétés-là. Et nous lui avons dit que non, puisque comment voulez-vous? On ne va pas parler ici de difficultés
financière que traverse l'ambassade de la RDC en France. Les gens savent bien qu'il y a eu Mais par le passé. On a parlé juste avant, excusez-moi de vous interrompre, Oui. des montants astronomiques qu'il y a en RDC. Les députés sont payés 21 000 $, nous dit-on. On a les salaires des ministres, ou pourquoi pas le salaire du président. Est-ce que cet argent ne peut pas venir directement de la Non. RDC? Ça, c'est, il y a C'est la l'amalgame. maison Congo, Il vous avez dit. y a l'amalgame que les gens font. Je pense aussi que les communicateurs en RDC, notamment les chefs de l'État, doivent monter au créneau pour élucider certaines choses. Non, ce ne sont pas, ici, on ne doit pas parler des salaires là comme pour flécher les salaires de députés vers la commémoration de l'indépendance. Là, nous parlons des activités qui peuvent être sponsorisées. Et lorsque nous sommes allés au Congo, il y a eu le jeu de la francophonie. J'étais dans la délégation française, moi. J'étais dans la délégation française. Et j'avais un badge spécial. Mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des sponsors aussi là-bas. Donc, ça, c'est un procès d'intention, un procès qui est malvenu. Et moi, j'ai qualifié ça de pétard mouillé. Et apparemment, il semble aussi que, il faut vérifier ça, vous qui êtes vraiment affûtés dans la recherche des informations. Il y a eu au pays, je crois, ça doit être le Canada qui a fêté, et au pays, apparemment, le ministre de la communication porte-parole du gouvernement était à cette fête-là. Et ça, ça doit être le Canada. Et il y a eu des sponsors. J'irai vérifier tout cela. Voilà, il faut vérifier tout ça. J'irai vérifier Donc, tout cela. c'est vraiment une polémique comme, mais parfois aussi les gens qui font véhiculer ces informations, ce sont pas des Congolais, hein. Donc, il y a un Congolais qui est là, parfois à la solde de je sais pas qui prend un document, le balance ça dans les réseaux sociaux, et puis il faut lire les commentaires. Ce sont les commentaires là. Vous voyez bien que, mais comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Non, ça existe dans tous les pays, tous les gouvernements le font. Ça, je vous dis, vraiment, je vous assure que ça existe. Même quand la Belgique célèbre, il y a des sponsors, les grandes sociétés qui contribuent. On contribue pourquoi? Mais c'est parce que justement, ces sociétés-là sont solidement implantées dans notre pays. Elles embauchent des Congolaises et des Congolais. Et ici aussi, c'est une occasion de les mettre en avant. Parce que nous sommes en train de lutter pour que ces sociétés-là, lorsqu'elles investissent en RDC, qu'elles puissent aujourd'hui s'appuyer aussi sur la diaspora congolaise qui a des compétences. Vous comprenez? Oui. C'est ça le but. Pour montrer, donc ce n'est pas seulement le côté marketing, le côté publicité. Non, mais c'est plus profond que ça, parce que avant il n'y avait pas assez de compétences en France en termes de Congolais, mais aujourd'hui, puisque pendant la fête on sera là, on va s'échanger des cartes. C'est aussi, il y aura des échanges de cartes, des dialogues, etc. On peut trouver des opportunités d'affaires. Très bien. Président Boucher, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage? Déjà, vous dire que je suis très content d'être reçu ici. Merci. Et j'ai essayé de démontrer, en survolant bien entendu, le sens que nous donnons à la commémoration de l'anniversaire d'indépendance de notre pays. Et j'ai voulu démontrer aussi que, bien sûr, on crache sur la mémoire de nos pères fondateurs de l'indépendance si on ne continue pas leur combat. L'indépendance, ça doit être aussi l'indépendance du ventre, l'économie. Il faut sortir de pays potentiellement riches en pays réellement riches. Vous comprenez? Il faut sortir de cette logique-là. Il faut aujourd'hui que les Congolaises et Congolais vivent décemment, et nous en avons les moyens. Il faut combattre tout ce qui est anti-valeurs, mais nous avons essayé de donner le visage à ces anti-valeurs au travers des exemples que je vous ai donnés. Le concours au détournement, concours au niveau national, dans tous les domaines. Et cet avènement de personnes morales, c'est-à-dire qui doit avoir des moyens pour arroser la structure. Et qu'est-ce qui arrive? C'est pourquoi même ça traîne. Vous voyez les discussions? Puisque chaque personne morale doit avoir de quoi entretenir son organisation.
tout ça, ce sont des choses qu'on doit combattre. Et nous les combattrons. Et il faut profiter de ce moment pour qu'on puisse se remettre en question. Nous sommes allés trop loin dans ce pays-là. On a bravé l'interdit suprême lorsqu'on a profané les tombes, lorsqu'on ne respecte plus les morts. C'est que nous marchons dans ce pays, la tête en bas, les pieds en l'air. Parce que lorsque les gens, les esprits ne reposent pas en paix, qu'est-ce qui se passe? Les esprits hantent, ils errent, ils sont dans l'air et ils hantent les vivants. Il y a quelque chose qu'on doit faire à ce niveau-là, puisque, objectivement, du point de vue des compétences, aujourd'hui, il y a le pléthore de compétences en RDC, dans tous les domaines. Mais pourquoi ça ne marche pas? On reviendra dessus. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Président Boucher. Merci pour votre présence. Merci pour ces éclaircissements. Je pense que c'est la première fois que vous venez pour présenter la COACOF, ici, voilà, de la maison mère PACOF. Vraiment, je vous invite à suivre cette émission, à commenter, à poser vos questions. Nous enverrons toutes vos questions au Président Boucher. Merci beaucoup, Président. J'espère que c'était la première et pas la dernière fois qu'on pourra vous recevoir sur le plateau. Après le 30 juin, l'annonce officielle de son Excellence Emile Ngoï Kassongo, nous serons heureux de connaître vraiment plus au concret de quoi s'agit-il avec cette cagnotte et comment faire pour y participer. Si les Congolais souhaitent participer, je pense que ça concerne l'Est de la RDC. Vous souhaitez mettre une grosse cagnotte en place. On reviendra dessus après le 30 juin. Et ce sera aussi un réel plaisir de vous recevoir avec, pourquoi pas, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous serons heureux de le recevoir sur le plateau, comme il nous l'avait promis. Oui, je vous l'amènerai ici. Et puis, je vous dis aussi grand merci à votre chaîne. Et je pense que vous faites un travail formidable qui mérite bien d'être encouragé. Et c'est ça le Congo qui gagne. Lorsqu'on voit que il y a des compatriotes qui cherchent à communiquer, qui cherchent à informer et qui investissent dans du matériel, moi je crois, coup de chapeau pour eux. Un grand merci. Je tiens encore à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde. Merci à toute l'équipe de Solo la Vérité. Je pense à Gounosco dans la réalisation. Merci à Shadrach, notre cordeau et chargé de communication. Merci à Aristote Mbonda. Merci à qui nous avons encore Koumassé, Photo Shalom, Miguel Niema. Un grand merci. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.